Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 88e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse du livre « Investir intelligemment, penser autrement » écrit par Marc Blais en 2020. Avant toute chose, je veux nommer les abonnés du mois de juillet, donc merci à Isabelle, Joe, Raider 12270, Fred, Eric, Ag, Nicolas, Benjamin et Roxane. Je rappelle que lorsque vous êtes abonné, vous avez accès à mon fichier d'analyse vierge, donc mon outil d'analyse pour faire vos analyses à vous, mais je vous partage également mes analyses de mars 2024 et également un outil pour bien comprendre comment utiliser le fichier Excel. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier Félix qui m'a posé beaucoup de questions dans les dernières semaines, mais qui me remercie en me faisant un don assez généreux pour le podcast. Donc, un gros merci, Félix. Si vous n'avez pas été nommé et que vous êtes abonné depuis le mois de juillet, faites-moi signe. Les documents ont été envoyés à peu près le 25 juillet, 24-25 juillet, je me rappelle bien. Donc, si vous ne les avez pas reçus, faites-moi signe aussi. Je vais vous ajouter, donc des fois la plateforme de Spotify, de podcast Spotify, ne me donne pas toutes les adresses courriels des abonnés, donc ça se peut qu'il y ait des petites erreurs de temps en temps. Avant de commencer, je vous rappelle que tout ce que je dis sur le podcast, c'est dans un but strictement éducatif, ce n'est pas des conseils financiers. Je vous invite à consulter un professionnel pour avoir des conseils spécifiques à votre situation, parce que malheureusement, je ne peux pas être tenu responsable de vos décisions financières. En introduction, l'auteur dit que les gourous sont nombreux en matière de finances pour nous dire de comment devenir riche. La préface du livre dit que l'auteur, lui, a compris que l'objectif, c'est pas forcément d'être riche, et la préface dit aussi que le livre va vous permettre d'abord de mieux vous connaître et ensuite de découvrir les stratégies d'investissement. L'auteur est comptable et qui dit de voir ce livre-là un petit peu comme de l'auto-coaching qui va nous guider dans nos placements et nos finances. Le livre va vous convenir différemment selon les étapes de votre vie. L'auteur dit lui-même qu'en effet, il a compris que peu importe notre âge, on va se concentrer exclusivement sur ce qu'on vit en ce moment même. C'est pour ça que c'est difficile de s'intéresser à ses finances avant d'avoir commencé à faire de l'argent. Donc, les gens que j'accompagne et moi-même, on se dit tout, on est rendu à 35-36 ans, on prend en main nos finances, on aurait aimé ça savoir ça, il y a 10-15 ans. Justement, je connais pas beaucoup de personnes qui, à 20 ans, ont déjà commencé à prendre en main leurs finances si ce n'est pas leurs parents qui les ont aidés à prendre ces bonnes habitudes-là très jeunes. Donc, c'est difficile de penser aux 10 années qui s'en viennent, puis encore moins aux 10 autres après, donc de voir 20 ans en avant. Notre cerveau n'est pas programmé pour ça. Et l'auteur présente les étapes moyennes d'une vie, là. Donc, il présente de 0 à 20 ans ce qu'il appelle la croissance, l'éducation et souvent le célibat. Ensuite, de 20 à 30 ans, on a souvent un conjoint, une conjointe, des enfants, on vit en logement ou on achète notre première maison. De 30 à 40 ans, il parle de réalisation professionnelle et c'est là qu'on commence habituellement à réussir à dégager de l'épargne. Ensuite, de 40 à 50 ans, souvent on rénove la maison, on achète peut-être un chalet, on réussit à épargner encore. Il dit qu'entre 50 et 60 ans, c'est là qu'on s'est créé souvent la meilleure qualité de vie, on fait beaucoup de loisirs, des voyages et on réussit encore à épargner. Et entre 60 et 80, c'est la retraite et on réduit souvent notre coût de vie rendu là. Bien sûr, c'est des moyennes. Il peut y avoir des imprévus comme un divorce, de la maladie, un bébé qui arrive plus tard ou plus tôt que prévu. L'auteur dit qu'on n'est pas préparé pour ces imprévus-là, mais qui vont survenir un jour ou l'autre. Lorsqu'on fait face à ces étapes-là, on se dit souvent qu'on va profiter de la vie, puis ensuite, on va réussir à épargner. Par contre, le problème, c'est que ce ensuite-là vient jamais ou arrive trop tard pour la plupart du monde parce que profiter de la vie, ça ralentit pas finalement, puis on ne réussit pas à dégager l'épargne qu'il faudrait pour investir pour des projets futurs ou notre liberté financière à la retraite ou avant la retraite. Donc, comment s'en sortir si on ne réussit pas à épargner parce qu'on profite trop de la vie ou qu'on n'a pas pris les bonnes habitudes? L'auteur dit qu'on va voir tout ça ensemble dans son livre. Donc, le premier élément de synthèse, c'est gérer ses actifs. Premier point qui est abordé par l'auteur, c'est la répartition judicieuse des actifs comme les milliardaires. Donc, il dit que l'essentiel, après avoir lu son livre, c'est de décider la proportion qu'on va accorder à chaque catégorie d'actifs. Ensuite, il suffit juste de rééquilibrer nos placements une fois par année à peu près.
Ça va juste prendre quelques minutes de notre temps chaque année, puis il dit qu'il va nous montrer plus loin comment on peut faire ça simplement. Mais moi, j'ajoute ici qu'avec des FNB indiciels, c'est assurément simple parce que le rééquilibrage de votre répartition se fait automatiquement par l'émetteur du FNB. Donc, il présente les 5 principales catégories d'actifs, soit la liquidité, donc l'argent que vous avez en banque, là, les actions, les obligations, l'immobilier et les métaux précieux. Il dit qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes ces catégories-là. Ça dépend de notre profil d'investisseur et de notre tolérance justement à la volatilité. Donc, il propose un test dans son livre à la page 38, mais il est disponible de toute façon. En fait, ce test-là là, est disponible sur le site de l'AMF en ligne. Donc, vous avez juste à écrire « Test profil d'investisseur AMF » et vous allez arriver sur la bonne page. Il dit toutefois que c'est important de réfléchir à sa répartition parce que 90% des rendements des 30 dernières années ont été expliqués par la répartition plus que par les produits qui ont été sélectionnés. C'est pour ça qu'il ne faut pas virer fou entre choisir entre XEQT ou VEQT. Pour moi, quand on est rendu là, c'est des détails. On a déjà pris la bonne voie qui est premièrement d'épargner et d'investir et pour le faire, de choisir des véhicules de placement qui sont avec des frais de gestion très bas et qui suivent les marchés comme les FNB indiciels. Donc, lorsque j'accompagne des gens et qu'on discute 10-15 minutes de XEQT ou VEQT, puis je leur explique finalement que les deux, c'est des bons choix, ben c'est un petit peu du temps perdu. Il ne faut pas perdre son temps finalement à chercher des détails quand on compare ce genre de produit-là, comme moi, je le fais avec mes choses à moi parce que j'ai une passion, puis j'essaie d'aller gratter une coupe de piastres ici et là pour optimiser mes investissements. Mais monsieur, madame, tout le monde, pour moi, 80% des gens pour aller dans XEQT, VEQT, ZEQT, GEQT, FEQT, donc tous ces produits-là, tout en 100% action ou 80-20, 60-40 selon votre profil d'investisseur. Donc pour moi, ça fait la job en masse. Ensuite, l'auteur parle d'avoir un plan financier. Donc un plan financier, c'est de mettre par écrit ce que vous voulez faire dans votre plan d'investissement. Et en faisant ça, il dit que vous avez plus de chances d'atteindre justement, en fait, de respecter ce plan-là. C'est quoi un plan financier? C'est d'abord de réfléchir à son avenir. C'est quoi nos valeurs? C'est quoi qu'on aime? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut accomplir avec notre argent? Il faut se donner une vision aussi de l'avenir sur 5, 10, 15, 20 ans et même plus loin que ça. Donc, c'est ça un plan financier, c'est de dire comment on va répartir notre argent selon nos projets à court, moyen et long terme. Et il faut que ces projets-là soient en cohérence avec vos valeurs, vos objectifs, votre vision de la vie. Il dit qu'on va investir plusieurs années de notre vie au travail, donc on va gaspiller finalement ou passer beaucoup de temps au travail. Il dit que ça pourrait être bien de se demander c'est quoi réussir pour nous dans la vie, nous respecter en fait là, pour s'assurer que le temps qu'on met au travail, c'est pas du temps perdu, que soit on a une passion là-dedans puis que c'est un de nos objectifs de travailler dans cette entreprise-là ou de démarrer une entreprise soi-même, ou que l'argent qu'on va chercher dans notre travail n'est pas gaspillé après, qu'elle nous permet, lui plutôt, l'argent d'atteindre nos projets puis notre vision, là, comme on a dit tantôt, à court, moyen, long terme. Selon lui, l'argent, c'est incontournable pour le succès. Il y a 7 sphères de la réussite selon lui: l'argent, la famille, la santé, l'amour, la communauté, le travail et la spiritualité. Et l'auteur dit que l'argent est le dénominateur commun de toutes les autres sphères de la réussite. Je ne suis pas 100% d'accord avec lui ici, même si je comprends que l'argent peut en effet influencer plusieurs des autres sphères comme la famille, le travail, l'amour, etc. Mais pour moi, oui, elle a un impact sur les autres, mais pour moi, je ne dirais pas nécessairement que c'est le dénominateur commun, mais clairement, l'argent, pour moi, influence beaucoup de choses dans notre vie. Il dit ensuite que la volatilité n'égale pas le risque. Donc, la volatilité, c'est la fluctuation des prix des actions. Pour lui, c'est normal et je corrobore plutôt, c'est dire. Donc, en effet, la volatilité en bourse est normale et ça ne veut pas dire que le marché boursier est risqué. Ensuite, toujours dans le premier élément de synthèse, la gestion des actifs, l'auteur aborde un élément qui est d'avoir un compte par projet. Donc ça, je trouvais que c'était une idée assez intéressante. En fait, c'est d'avoir un compte d'investissement pour chaque projet que vous avez. Donc, les études des enfants, ça peut être dans le REE, bien sûr, des voyages dans 3 ans, acheter une voiture dans 6 ans, prévoir, en fait, pas prévoir, mais avoir un fonds pour les imprévus, donc un fonds d'urgence dans un compte X. Donc, en ce moment, tout ça, moi, c'est dans un seul compte, mais vraiment, je pense à l'idée d'avoir plusieurs comptes, donc un FNB différent selon le projet. Donc, exemple, si j'ai ma toiture dans 10 ans à faire, je vais avoir un FNB qui me permet d'avoir une répartition, par exemple, 80-20
pour avoir les sous disponibles avec des virements automatiques liés uniquement à ce projet-là. Donc, je ne suis pas quelqu'un de super... J'ai l'air organisé avec le podcast puis tout ce que je publie, là, mais en termes de budget puis de prévoir les dépenses, je suis vraiment pas bon là-dedans. Donc, c'est vraiment un de mes objectifs, là, peut-être fin 2024 ou début 2025, de vraiment prévoir les projets à moyen et long terme qui arrivent dans la famille. Donc, on a des voyages prévus en famille dans 1 ou 2 ans, mais de commencer les virements automatiques vers ces projets-là avec des FNB qui leur sont spécifiques en termes de répartition. Comme ça va éviter que j'aie tout ça dans mon CELI puis qu'au fur et à mesure, je prévois quelques mois avant, ah oui, c'est vrai, ça va nous prendre 8 000 $ pour ce voyage-là. Je vais pas investir pendant 4 mois puis je vais être correct. Donc, c'est comme ça que je m'en sors en ce moment. Mais en prévoyant d'avance, je pourrais avoir des virements automatiques pendant 2 ans avant qui sont prévus pour le voyage dans un FNB spécifique. Et ça me permettrait d'investir à chaque mois au lieu d'investir beaucoup peut-être pendant 1 an et ensuite ne plus investir pendant 4 mois ou 5 mois parce que j'économise pour le projet. C'est pas du dollar cost averaging, donc je n'achète pas à chaque mois comme prévu. C'est ce qui est arrivé au début de 2024 là, avec les thermopompes. Il a fallu que j'aille chercher une marge hypothécaire un petit peu. J'avais mal prévu mes choses. Donc, j'ai pas beaucoup investi là, depuis le début de l'année. Donc, en 7 mois, j'ai presque pas investi parce que j'ai investi beaucoup l'année passée, mais au détriment d'investir au début de l'année 2024. Donc, dans ce cas-là, ça ne m'a pas tant pénalisé parce que l'année 2023 a été une bonne année en termes de rendement sur le marché boursier, mais ça peut arriver certaines années dans les 15-20 prochaines années que je sois perdant au change parce que j'ai mal planifié mes choses. Donc, avoir un compte par projet, un FNB par projet aussi qui respecte la répartition selon le risque qu'on est prêt à prendre avec la durée qu'on a pour investir avant que le projet se réalise, mais je pense que c'est une idée super intéressante que l'auteur apporte dans son livre. We get it. This interruption isn't what you actually want to be listening to right now. But at Credit Karma, we've learned that a little disruption can be a good thing, especially when it comes to the slow, outdated, and totally complicated financial system. We started shaking things up by offering free access to your credit scores. Then we expanded into more areas of personal finance. And now we've added new tools and personalized features to make it easier to optimize your money and grow it faster. Download Intuit Credit Karma today and get everything you need to outsmart the system. Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Allstate wants to remind fans that mayhem is everywhere. Like when your fantasy league meets up at your house. Everything's great until the hot plate gets too hot for the tablecloth. Now your kitchen's up in smoke. And if you don't have the right home insurance coverage, the cost to fix this is anything but a fantasy. So switch to Allstate, save money, and get protected from mayhem like this. Not available in every state based on coverage selected, subject to terms, conditions, and availability. Savings vary. Le dernier point de cet élément de synthèse-là, de gérer ses actifs, c'est de trouver les liquidités nécessaires. Donc, il dit que pour épargner et investir, il faut réussir à dégager de l'épargne. Mais comment on fait ça? Ceux qui écoutent le podcast depuis le début ne seront pas bien surpris de voir qu'il y a 2 façons de dégager de l'épargne. 1, augmenter vos revenus, donc en fondant une entreprise, en faisant plus d'heures au travail, en trouvant un 2e emploi, en vous partant un sideline. Et 2, vous devez réduire vos dépenses. C'est pas facile à faire nécessairement, mais il faut faire des choix. Son truc à lui, il dit qu'il utilise une application qui lui permet d'entrer immédiatement ses dépenses sur son téléphone cellulaire. Donc, à la fin du mois, il y a une cible, puis il est fier de voir s'il a dépassé, s'il n'a pas dépassé ses cibles de dépenses pour les différents postes, on va dire, dans son budget. En ayant ce genre d'application-là sur son téléphone cellulaire, en 2 mois, il a dit qu'il a réussi à épargner 1 000 $ de plus à chaque mois. Donc, il n'a pas nommé l'application, mais vous allez les trouver mieux que moi. Là, je ne suis pas super bon dans les applications de téléphone cellulaire. Mais si vous en trouvez une bonne ou que vous en utilisez actuellement une bonne, n'hésitez pas à me partager son nom. Je pourrais en parler dans un épisode subséquent. Deuxième élément de synthèse, c'est dans quoi investir. Donc, l'auteur présente différentes catégories d'actifs, comme on a vu tantôt. La liquidité, d'abord, c'est
c'est la catégorie d'actifs la plus sûre, mais la moins rentable. Donc, c'est de garder finalement son argent, par exemple, dans un compte épargne Desjardins. Donc, c'est peut-être intéressant en temps de crise financière pour profiter des aubaines sur le marché boursier. Sinon, ben, le rendement avec les liquidités, soit de l'argent dans votre compte épargne ou dans votre tiroir, ben, elle va perdre la valeur avec l'inflation au cours des années. Il y a le marché boursier, donc il montre d'abord que historiquement, les marchés canadiens et européens, ben, les actions n'ont pas tellement surperformé les obligations au cours des dernières années. Au moment d'écrire le livre, bien sûr. Contrairement à ça, ben, le marché américain, lui, a surperformé de beaucoup les obligations au cours des dernières années. L'auteur se demande donc si on devrait investir dans le marché américain davantage, et c'est une question que je reçois souvent. Pourquoi j'investis par exemple dans un FNB comme XEQT pour ma conjointe au lieu de juste la mettre dans VFV? Pour moi, on peut surpondérer le marché américain. Je le fais un petit peu avec mon REER et mes actions individuelles, mais c'est à vous de voir. Comme je parlais justement hier avec une personne que j'ai accompagnée qui me demandait est-ce que je peux mettre 50% XEQT, 50% Nasdaq. Donc, il y avait un profil audacieux là, dans son profil d'investisseur. J'ai dit ça, c'est ta décision. Je vais être déçu si je te dis que moi, je ne le ferai pas avec XEQT parce que ça se peut que dans les 5 prochaines années, le Nasdaq fasse aussi bien que les 5 dernières. Mais également, moi, ma philosophie, puis c'est mon plan d'investissement et je le respecte, c'est d'accorder à peu près la pondération à chaque indice selon son poids sur le marché mondial. Donc, les États-Unis représentent 70% sur le marché mondial. Je pense que mon portefeuille en ce moment est entre 62 et 67% pour le marché américain. J'ai surpondéré un petit peu le marché canadien pour des raisons fiscales selon les podcasts que j'ai écoutés. Mais en gros, ça se peut que la personne qui surpondère le marché américain soit gagnant, ça se peut qu'elle soit perdante. Moi, je préfère miser sur tous les indices de façon pondérée au lieu d'essayer de miser sur un pays plus qu'un autre ou sur un secteur plus qu'un autre. L'auteur dit que la production mondiale pourrait se déplacer dans les prochaines années, donc il n'est pas nécessairement pour le fait d'investir plus aux États-Unis parce qu'il parle notamment de l'Asie. Qui pourrait surperformer au cours des prochaines années. Mais encore une fois, là, ça, c'est assez de jouer au devin. Là, c'est l'auteur qui le dit. C'est pas moi qui vous dis nécessairement d'investir en Asie, en Amérique, aux États-Unis ou au Canada. Là, ça, c'est vraiment essayer de prédire le marché et c'est pas mon style d'investissement. Il parle de l'avantage fiscal d'investir à la bourse parce qu'on fait souvent du gain en capital. Donc, je rappelle le gain en capital, si ton action, tu la jettes 100$, tu la revends 200$, tu as fait 100$ de gain en capital et le gain en capital est souvent, généralement, selon les règles fiscales qui vous concernent, mais si tu as fait 100$ de gain en capital, tu vas être imposé seulement sur 50$. Donc, si tu as un taux d'imposition de 30%, tu vas payer des impôts de 30% sur le 50$ et non sur le 100$ au complet de gain que tu as fait. Par contre, pour profiter de ce gain-là, des rendements du marché boursier, on doit être capable de tolérer la volatilité et choisir les meilleurs gestionnaires parce qu'il y a 80% des gestionnaires qui ne font pas mieux que le marché. L'auteur, à la fin de son livre, il nomme 3 noms, mais il nomme genre Warren Buffett. Donc, c'est sûr que ça va être dur de choisir ce genre de gestionnaire-là, là, à moins que vous investissiez directement dans Berkshire Hathaway. Mais comme individu, je trouve que c'est aussi difficile de trouver un gestionnaire qui va battre le marché à répétition que de trouver des actions qui vont le faire. Donc, pour moi, c'est pas une piste. En fait, vous pouvez choisir un professionnel qui répond bien à vos besoins, qui utilise une approche peut-être plus indicielle, mais de trouver le gestionnaire qui va battre le marché, ça, je ne suis pas d'accord avec l'auteur. Comme je mentionnais tantôt, là, l'auteur revient un petit peu là-dessus, mais si vos objectifs sont à court terme et que vous investissez comme si vous aviez un long horizon de temps devant vous, 100% action par exemple, c'est souvent l'erreur que lui dit que ça lui a coûté cher à chaque fois qu'il n'a pas bien établi la cohérence entre le produit dans lequel il investissait et l'horizon de temps qu'il avait en face de lui. Être sur le marché boursier, c'est rare que c'est pour des projets à court terme. Son opinion à lui, c'est que le marché n'est pas toujours efficient et qu'il y a parfois des soldes comme au magasin où il y a 50% de rabais sur certaines actions. C'est juste que c'est difficile de profiter de ces rabais-là d'un point de vue psychologique parce que ce n'est pas écrit sur l'action. Je suis à 50% de rabais, je vais remonter bientôt. Souvent, quand c'est à 50% de rabais, c'est parce que les nouvelles sont désastreuses autour de cette compagnie-là. Personnellement, je l'ai vécu avec Medifast, donc le sigle MED. Ceux qui suivent les bilans, vous le voyez, Medifast doit être à moins 70% à peu près à date depuis que je l'ai acheté depuis 3-4 ans que j'ai acheté Medifast. Donc, ça a descendu pas mal. Puis à chacune de mes analyses, ça montrait que les chiffres étaient encore bons. Puis je me disais, c'est une aubaine, justement, ça va remonter. Je suis patient.
Il y a des titres qui ont remonté 4-5 ans plus tard, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une urgence en fait, mais il faut être patient, puis il faut savoir que des fois, on peut se tromper. J'espère que c'est pas mon cas, mais ça se peut très bien. Il nomme 3 règles pour le marché boursier. Investir dans ce qu'on connaît, se questionner sur son portefeuille. Donc, est-ce que j'achèterais ce titre-là aujourd'hui à ce prix-là? Si tu réponds non, ben tu dois vendre. Sinon, ben on est dans le rouge puis on espère toujours que ça va remonter. Et 3, rechercher la simplicité, notamment avec des FNB à frais de gestion qui sont très bas, que ce soit seul ou avec votre conseiller qui peut gérer votre portefeuille à l'aide de FNB indiciels. Sa stratégie à lui, c'est d'investir 10% dans chaque catégorie d'actifs. Donc, on les a vus tantôt, là, liquidité, actions, obligations, immobilier et métaux précieux. Et l'autre 50%, il va le distribuer dans les 5 catégories selon différents cycles. Il y a d'autres personnes qui vont mettre 20% dans chacune des catégories d'actifs et qui vont juste rééquilibrer tout ça une fois par année. Il dit qu'il lit pas plus l'avenir que les gourous financiers, mais il ne voit pas d'un bon œil l'avenir du marché boursier et il croit qu'une répartition à travers ces 5 actifs-là va permettre d'être trop affecté par sa volatilité. Je comprends son point, mais je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il fait d'abord de la spéculation là, en devinant les cycles pour sa répartition, donc le 50% qui réinvestit selon les cycles boursiers dans « OK, là, je vais en mettre un peu plus dans les métaux, là, je vais en mettre un peu plus dans les obligations parce que ça va descendre. » Pour moi, c'est de la spéculation. Donc, il nous dit de ne pas jouer les gourous, mais il nous dit finalement qu'il joue un peu puis qu'il pense que le marché va crasher alors qu'il est écrit en 2020. Puis depuis 2020, ben, les marchés ont monté pas mal. Ça dépend de votre profil, mais si je donne mon opinion, pour moi, mettre 30% dans or, obligations, liquidité, ça me semble être beaucoup trop. 60%, c'est scandaleux si vous avez 30 ans, selon moi. Il partage un graphique à la page 89 là, qui date de 2014 quand il dit que le marché boursier va crasher, alors qu'on sait qu'en 2014 et la publication du livre en 2020, avant la COVID, c'était genre les meilleures années du marché boursier et même depuis 2020, ça monte encore pas mal quand même. Il parle ensuite des revenus fixes, donc les obligations, qui c'est un marché beaucoup plus grand même que le marché des actions. Donc, si vous achetez une obligation et que vous la gardez, c'est super clair. Donc, tu vas faire, exemple, 5% pendant 5 ans à chaque année, puis après ça, il te redonne ton argent. Par contre, la revente d'obligations ou d'obligations individuelles ou à l'aide d'un FNB peut être influencée, est influencée par le taux directeur. Donc, si le taux descend de 4% à 2%, votre obligation va valoir plus parce que tu as une obligation à 4% dans un marché à 2%. Les obligations peuvent donc autant se transiger que les actions sur le marché. Si les taux montent de 4% à 6%, ben vos obligations à 4% valent moins, mais vous pouvez quand même la conserver et continuer de profiter des revenus fixes jusqu'à son échéance. Moi, j'étais mêlé quand je voyais des rendements négatifs sur des FNB d'obligations. Je me demandais pourquoi. J'ai compris plus tard cette dynamique-là. Donc, si vous achetez des obligations auprès du gouvernement et que vous les gardez ou des entreprises, il n'y a pas de stress avec les variations du taux directeur si vous conservez les obligations. Ces fluctuations-là arrivent juste si vous négociez, si vous vendez ou achetez des obligations sur le marché ou si vous avez un panier d'obligations comme à l'aide d'un FNB ou d'un fonds commun de placement. No matter what you're looking for in a non-alcoholic beer, there's only one name that has it all. Athletic Brewing Co. Full flavor? It's athletic. Huge variety? It's athletic. Award-winning styles you can get online, at the bar, or the grocery store? It's athletic. In fact, when it comes to amazing non-alcoholic beer, there's no question. It's athletic. Ask for it and find out. Go to askforathletic.com to find your closest retailer today. Near Beer. Ask your doctor about Air Supra, albuterol budesonide. Eligible patients can pay as little as $0 per inhaler, subject to eligibility rules and maximum savings limits. Restrictions may apply. Visit airsuprasavings.com to learn more. Why wait until Cyber Monday in December to save money on custom window treatments? Save now at Blinds.com's Cyber Summer Sale. Blinds.com invented the better way to shop for premium window coverings, 100% online. Even when you buy multiple window treatments, Blinds.com can handle the measuring and installation for you at one low cost with no hidden fees. Shop the Blinds.com Cyber Summer Sale now and save up to 40% site-wide, plus premium doorbusters. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Ensuite, il aborde l'immobilier. Donc, il dit qu'on nous conseille souvent d'investir dans l'immobilier, mais on oublie qu'on a déjà notre maison qui est habituellement une grosse partie de notre actif net dans la catégorie de l'immobilier et surtout qui est déjà au Canada également. Il dit qu'il faut considérer cet actif-là dans votre répartition. Donc, si vous avez, exemple, une répartition
20% dans chaque catégorie d'actifs, ce que je ne suggère pas, bien, ça se peut que votre maison occupe déjà 60% de votre répartition d'actifs. Donc, pour le faire diminuer, il va falloir que vous investissiez seulement votre argent ailleurs pendant un petit bout de temps. Il parle ensuite de la pertinence de rembourser l'hypothèque selon son taux. En fait, que c'est un rendement garanti. Donc, si votre hypothèque est à 6%, il faut que vous voyez ça si vous la remboursez plus rapidement, comme si vous aviez un certificat de placement garanti, un CPG, à 6%. Il dit que c'est une catégorie d'investissement super intéressante avec l'effet de levier, mais il faut se former parce que réussir en immobilier, ça ne se fait pas par magie, surtout avec les taux actuels au moment d'enregistrer ce podcast-là. Enfin, il termine cette catégorie-là, cet élément de synthèse-là avec les métaux précieux. Et il nous dit que investir dans des métaux précieux, ça permet de se protéger contre le système financier parce que l'offre va diminuer d'année en année depuis un certain temps. En fait, elle diminue d'année en année depuis un certain temps. La demande pour les métaux précieux est pratiquement constante et même en hausse depuis 10 ans. Et le coût de production se situe tout près du coût de vente. L'auteur termine en disant que ce n'est pas pertinent nécessairement d'investir dans des compagnies qui produisent l'or, mais plutôt directement dans l'or. Il nomme 4 façons de se procurer des métaux précieux. Des lingots d'or, donc il privilégie vraiment cette façon-là. Ensuite, des fonds indiciels cotés, donc exemple GLD, qui est un FNB qui permet d'avoir de l'or. Il décourage de procéder de cette façon-là avec des FNB parce qu'il dit que c'est de l'or sur papier et c'est pas vrai. Donc, comme le livre que j'avais résumé de Robert Kiyosaki, je pense autour de l'épisode 11 ou 12, qui disait qu'il fallait acheter vraiment des lingots d'or. Troisième façon, c'est les fonds de métaux précieux qui sont physiques. Et quatrième façon, des pièces de monnaie de collection en or et en argent. Pour moi, tout ça, c'est pas simple. Alors qu'il prône la simplicité plus haut dans son livre, c'est vraiment pas une catégorie intéressante pour moi, les métaux précieux. C'est complexe et en plus, les rendements ne sont pas intéressants depuis des décennies. Il y a d'autres catégories en rafale qui sont nommées par l'auteur, donc des produits d'assurance à des fins d'investissement. Donc, il dit souvent c'est perdant, mais je vous invite à écouter l'épisode 68 au besoin pour un produit qui semble pas si pire au niveau de l'assurance et de l'investissement. Troisième élément de synthèse, c'est réussir vos investissements. Donc, l'auteur présente 8 vérités sur la richesse. 1. Les riches ne naissent pas riches. Donc, 70% des millionnaires n'étaient pas riches à la naissance. C'est difficile de transférer notre savoir sur la richesse à une autre génération. Donc, c'est difficile d'amener, exemple, nos enfants, si vous êtes un passionné de finances, à bien gérer leurs finances. 2. Le revenu gagné est moins important que ce que vous dépensez. 3. L'éducation financière, c'est le secret des riches, donc de savoir épargner, consommer intelligemment et investir de façon peu risquée. 4e vérité sur la richesse, les riches dépensent peu. 5. Les riches continuent à travailler longtemps et génèrent des revenus passifs toute leur vie. 6. Les riches ne spéculent pas, ils investissent dans une perspective à long terme. 7. Les riches investissent dans ce qu'ils aiment le plus. Et 8. Le succès attire le succès, donc ayez une attitude positive. Lorsqu'il parle de réussir vos investissements, l'auteur parle des émotions dans ce chapitre-là. Il dit que c'est important de se doter d'un modèle d'analyse et de prise de décision pour ne pas se laisser influencer par nos émotions, donc d'avoir un plan financier. Si vous faites de la sélection individuelle, de savoir quand vendre le titre, quand acheter. Si vous faites de l'achat périodique de FNB indiciel, c'est de vous tenir à votre horaire d'achat, on va dire. Donc, moi, c'est le dernier vendredi de chaque mois. Donc, si j'arrive à la fin d'un mois et je vois que le marché boursier est en train de descendre, je ne vais pas me dire « Oups, je vais attendre quelques jours avant d'investir ». Non, c'est le dernier vendredi du mois, j'investis, peu importe ce qui arrive. Il dit de ne pas suivre le troupeau avec nos émotions et d'éviter de lire les nouvelles sur les finances. Il parle ensuite de la place des femmes, comme on a vu souvent en investissement, qui sont peu présentes, mais qui sont pourtant meilleures que les hommes en termes d'investissement sur les marchés boursiers. Il parle ensuite de la magie des rendements composés puis de l'expérience de la guimauve. Donc, l'expérience de la guimauve, ça permet de voir si quelqu'un est capable d'avoir une récompense différée, donc d'attendre avant d'avoir une récompense. Je l'ai faite avec mes filles, les deux ont résisté et surprenamment, le plus difficile a été pour ma plus vieille qui faisait attention à ses sous, alors que la plus jeune, elle s'en fout, elle dépense ses sous sans réfléchir, puis ma plus jeune n'a pas eu de difficulté à attendre avant de manger la guimauve, puis avoir la deuxième guimauve ensuite. Donc, soit qu'elle est gourmande, ou soit qu'elle va bien gérer ses sous plus tard, on verra bien. Pourtant, l'auteur dit que notre relation à l'argent comme adulte est influencée par nos expériences. Donc, il y en a qui semblent dire que c'est inné avec l'expérience de la guimauve et d'autres que c'est issu de nos expériences. Qui a raison? C'est vraiment difficile à dire, mais les études montrent que ceux qui s'enrichissent croient en l'avenir et croient donc que d'épargner et d'investir, c'est important
Donc, les gens qui réussissent, qui s'enrichissent, sont capables d'attendre une récompense, donc sont plus propices à une récompense qui est différée. Ils vont réussir à sacrifier 20% de leur salaire net maintenant pour en profiter plus tard. Quatrième élément de synthèse, ce sont les cycles de Kondratiev. J'ai repris cette phrase-là 4 fois. Merci au montage. J'ai eu de la misère à dire Kondratiev. Donc, l'auteur présente les cycles de Kondratiev. Ça ne sera pas la dernière fois que j'aurai de la misère à le dire. Donc, Kondratiev. Donc, un cycle, c'est 20 ans. Il y a 4 saisons par cycle. Il y a l'automne, que l'auteur appelle, qui est une euphorie économique. Donc, dans cette phase-là, il va y avoir une stagnation des rendements. Ensuite, il parle de l'hiver, qui est la panique. Donc, ça va être une baisse du marché. Le printemps, c'est quand il y a une confiance fragile, donc une petite reprise du marché. Et l'été, c'est quand il y a une confiance grandissante, c'est quand il va y avoir une hausse du marché significative. Lui, il dit au moment d'écrire ces lignes-là qu'on était dans l'hiver, donc en 2016. Il n'a pas eu raison à date, si on peut bien voir. Pourquoi s'intéresser à ces cycles-là selon lui? Bien, il y a certaines catégories d'actifs qui vont mieux performer selon la saison. On avait vu dans l'épisode 34 le Four Season Portfolio, donc le All Season Portfolio qui permet, lui, de survivre en tout temps, peu importe la saison. Mais l'auteur dit que lorsqu'on est en hiver, donc lorsque c'est la panique, bien, les principales catégories d'actifs qui performent ou qui sont à privilégier sont les liquidités, les métaux précieux et les obligations, donc tout ce qui est plus sécuritaire. Lorsqu'on est au printemps, donc confiance fragile où le marché reprend tranquillement, il faut privilégier les actions et l'immobilier. Lorsqu'on est en été, donc on est vraiment dans une hausse du marché, on doit privilégier l'immobilier, les produits de base comme le bois, le pétrole, le blé et les métaux précieux. Et lorsqu'on est à l'automne, donc on a une stagnation des rendements, l'auteur dit qu'il faut privilégier les actions, les obligations et l'immobilier. Il propose justement une méthode un peu plus fixe, là, un peu comme le All-Season Portfolio. Donc, il donne un exemple d'avoir 10% en liquidité, 40% en actions, 40% en obligations et 10% en métaux précieux. Sinon, il présente la méthode simple d'un de ses amis, faire des choix avec lesquels on est à l'aise et changer si on a un inconfort. Donc, c'est vraiment une méthode simple et précise. Merci beaucoup à l'auteur. Il offre aussi un truc général de jamais mettre plus que 1% de son portefeuille dans un seul titre. Je trouve ça un petit peu ridicule. Là. Juste Apple, dans un FNB passif indiciel, occupe à peu près 4% du FNB. En plus de ça, si on investit comme si on était en hiver, comme il suggère, on manque un rendement de feu entre la COVID et maintenant. Donc, sa stratégie de liquidité, obligations et métaux en hiver, comme il suggérait de le faire en 2020, aurait eu de très, très faibles rendements depuis l'écriture de son livre. Cinquième et dernier élément de synthèse, investir de façon zen. Il se demande avec qui investir. Il dit de choisir un conseiller, mais un bon conseiller. Donc, il faut regarder son rendement sur une longue période de temps, idéalement 20 ans. Les risques que le gestionnaire prend. Est-ce qu'il mange ce qu'il vous cuisine? Donc, est-ce qu'il est investi dans ce qu'il vous vend? Demandez des preuves, pas juste des paroles. Donc, tout conseiller va vous dire qu'il vous vend le produit dans lequel il est investi, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Demandez des preuves. Ensuite, est-ce qu'il y a des frais de gestion raisonnables? Mais l'auteur dit que ce n'est pas la fin du monde. Si le professionnel vous offre un rendement de 5% au-dessus du marché puis qu'il facture des frais de 3%, est-ce que c'est si grave que ça? Et enfin, il faut que ce gestionnaire-là ait peu de rotation dans son portefeuille de placement. Sinon, comment investir de façon zen? Mais l'auteur dit d'accorder une heure par semaine pour vos finances. Il dit que vous allez être étonné des résultats après seulement quelques mois. Un autre truc qu'il propose pour être zen, c'est d'être organisé, donc de ne pas éparpiller tous les documents qui concernent vos finances partout, de les regrouper dans un seul fichier qui s'appelle Mes finances et vous pouvez bien sûr numériser tous vos trucs pour les mettre dans un fichier informatique qui s'appelle Mes finances. Le meilleur moment pour faire sa petite heure financière à chaque semaine, c'est idéalement quand vous êtes seul. L'auteur dit de mettre une musique que vous aimez, d'ouvrir votre dossier finances et au départ de faire 2 à 3 courtes tâches parmi les suivantes, soit réviser vos dépenses variables de la semaine, contrôler et payer vos factures, analyser les bons et les mauvais coups de la semaine, lire un chapitre de livre sur les finances, mettre par écrit vos objectifs et leurs coûts financiers, déterminer les dépenses importantes à vos yeux et écouter le podcast Finances fondamentales, un petit ajout personnel bien sûr, mais en gros, faites 2-3 tâches parmi celles-là à chaque semaine et vous allez vous rendre compte que vos finances vont s'améliorer.
Si vous faites rien, l'auteur dit que vous allez rencontrer des problèmes encore plus grands et que vous allez perdre encore plus de temps et d'argent que les 60 minutes que vous pourriez accorder à chaque semaine à la gestion de vos finances. Et en plus, si vous le faites, vous allez être fier de vous. En conclusion, je trouve contradictoire que l'auteur parle de gourou, mais que tout le long du livre, il se mouille souvent. Donc jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a dit comme prédiction ou comme recommandation, c'était faux, mais au moins je reconnais son courage de se mouiller, contrairement à d'autres auteurs qui sont flous dans leurs prédictions pour jamais avoir tort ou jamais avoir raison. C'est pas un livre que je recommanderais, peut-être parce que ça s'éloigne de mes croyances, mais je trouve qu'il est très axé sur de la spéculation, selon moi, des cycles économiques et qu'il y a beaucoup trop d'importance qui est accordée aux métaux précieux notamment, et aussi un peu trop à la liquidité. En plus de ça, toutes ces recommandations, même si sont courageuses, se sont avérées fausses 4 ans après, donc ça vous aurait coûté cher d'être dans les obligations pendant le post-COVID. En fait, ça ne vous aurait pas coûté cher, mais vous aurez perdu beaucoup de rendement potentiel depuis. Donc, le key points, qu'est-ce que je retiens du livre? Le cœur du livre, pour moi, c'est vraiment la présentation des différentes catégories d'actifs, un peu plus en détail que d'habitude. Donc, c'est à vous de vous faire votre propre idée maintenant sur ce que vous voulez prioriser dans votre portefeuille de placement. La semaine prochaine, je fais la synthèse d'une vidéo de Ben Félix qui a été publiée en 2023 qui s'intitule « International Diversification », donc la diversification internationale. Ce jeudi, il n'y a pas d'analyse d'action parce que c'est le 15e épisode des abonnés. Cette fois-ci, je réponds à 4 questions. 1. Est-ce que je devrais sortir du marché avant une récession? 2. Quel pourcentage de mes investissements je devrais mettre dans ma compagnie? 3. Pourquoi ne pas juste miser sur les États-Unis? Et 4. Pourquoi est-ce que je ne parle jamais des plateformes de courtage Interactive Broker et TradingView? L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.